Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, créativité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, performantes et engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté et qui aspirent à enfin faire les choses à leur manière. Je les accompagne à se composer une vie choisie, épanouissante et impactante en profondeur. Une vie qui leur va comme un gant. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats distincts. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Et enfin la conversation, où je vous invite à faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. C'est une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Et voici venu le dernier épisode de la saison 3 d'Avez-vous choisi. C'est déjà le 126e épisode du podcast et il y a déjà plus de 57 000 écoutes cumulées. C'est juste incroyable. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à choisir de faire route avec moi dans cette aventure podcastienne. Pour ce dernier épisode de la saison 3, en ce début d'été et après ces mois passés dans l'essoreuse de 2020 et du début de l'année 2021, j'ai eu très envie de faire souffler un vent de fraîcheur, de fun et d'audace. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager ma conversation avec Annabelle Roberts, la pétillante autrice du livre de la théorie de la veste, publié aux éditions Flammarion. C'est une méthode contre-intuitive pour affronter sa peur de l'échec et transformer ses loupés en solide marche vers son sommet. J'ai eu la joie de découvrir Annabelle et sa théorie de la veste lors d'une conférence. J'ai eu un coup de cœur pour sa personnalité, son parcours, avant de savourer son livre et de tester officiellement sa théorie de la veste. Annabelle est canadienne anglophone et son histoire n'est pas banale. Elle est l'aînée de 10 enfants et elle a grandi au sein de la communauté mormone d'Alberta au Canada. Communauté qu'elle a choisi de quitter très tôt pour aller vivre sa vie selon ses propres termes et conditions. Elle a gravi les échelons de la réussite sociale, puis a quitté un poste prestigieux et très bien payé pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui cofondatrice de Present Perfect, une agence parisienne florissante de communication. Mais son aventure entrepreneuriale n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a commencé toute seule dans la buanderie de son appartement parisien. La prospection lui donnait des sueurs froides et sa peur d'être renvoyée dans ses buts la tétanisait. C'est dans ce contexte qu'est née la théorie de la veste, une pratique qui s'attaque frontalement et puissamment à la nocivité de notre peur du rejet. Se planter, rater, louper, échouer, peu importe le mot, la perspective de ne pas y arriver nous emballe rarement. Pire, ça nous paralyse. Surtout dans les projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Avec sa théorie de la veste, Annabelle démontre pourquoi et comment se prendre des vestes au quotidien nous permet de gagner en force, en productivité, en efficacité et en assurance. Cette conversation s'adresse aux entrepreneurs de métiers ou d'état d'esprit. Cette conversation s'adresse aux entrepreneurs de métiers ou d'état d'esprit, bref, à toutes les personnes qui choisissent Cette conversation s'adresse aux entrepreneurs de métiers ou d'état d'esprit, bref, à toutes les personnes qui choisissent d'entreprendre leur vie. Et puisque vous écoutez ce podcast, je sais que c'est votre cas.
Cette conversation a été enregistrée il y a plusieurs mois déjà et j'ai eu beaucoup de plaisir à la vivre et j'ai eu beaucoup de plaisir à la réécouter pour préparer l'épisode. Ça a généré une nouvelle vague d'énergie boostante pour moi, alors j'espère qu'il en sera de même pour vous. Au cours de notre conversation, Annabelle et moi parlons entre autres du parcours singulier d'Annabelle et de la place essentielle qui tient le choix, de l'anecdote haute en couleur qui est à l'origine de la théorie de la veste, de la peur de l'échec et du rejet qui nous paralyse souvent, du syndrome du bon élève et de notre relation compliquée à l'ambition, des critères pour se confectionner une bonne veste sur mesure, de règles du jeu, d'expérimentation et de passage à l'action, d'un plan de veste spécial avez-vous choisi, ou encore de Michelle Obama, Oprah Winfrey, Christine Lagarde et Netflix. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Annabelle. Bonjour. Bienvenue dans Avez-vous choisi? Je suis ravie, vraiment ravie qu'on ait l'occasion d'échanger aujourd'hui autour de deux thèmes essentiels pour nous qui sont le choix et la théorie de la veste. Donc bienvenue. Merci. Donc en fait, moi je t'ai découvert d'abord en conférence, puis j'ai lu ton livre qui m'ont permis déjà moi de prendre conscience que je pratique en fait la théorie de la veste depuis un bon moment, mais que je l'ai longtemps pratiquée en amateur, en amatrice, c'est-à-dire sans vraiment m'en rendre compte et puis seulement de temps en temps. Et puis que finalement j'ai professionnalisé ma pratique de la théorie de la veste, notamment depuis que j'ai lancé mon podcast Avez-vous choisi ? Et notamment pour solliciter des invités. Donc tu étais par exemple une de mes vestes potentielles et je suis ravie que cette veste se soit transformée finalement en opportunité. Donc la théorie de la veste, moi ce que j'en comprends, et on va pouvoir bien évidemment en parler plus avant, c'est que finalement c'est choisir consciemment de faire sa part du chemin, c'est-à-dire de se rendre visible, de s'autoriser finalement à poser sa question, à formuler sa demande, même si notre interlocuteur ou notre interlocutrice risque de dire non. Est-ce que ça te convient comme résumé? Oui, absolument. Oui, c'est d'ailleurs aussi multiplier les opportunités qu'on peut avoir, que ça soit pour sa carrière ou peu importe son ambition, parce que quand on a un quota de vestes à prendre tous les jours, il y a un moment où on va être créatif dans nos demandes. Donc, c'est aussi de révéler des nouvelles opportunités qui n'étaient pas forcément sur notre radar auparavant. Super. Donc, avant de parler plus en profondeur vraiment de la théorie de la veste telle que tu l'incarnes et telle que tu l'as formulée, j'aimerais qu'on parle de ton parcours parce que je trouve qu'il illustre parfaitement, moi, le message que je porte et auquel je crois fondamentalement, c'est-à-dire choisissons tout et construisons-nous une vie choisie. Je crois que le choix tient une place de choix justement dans ton parcours jusqu'ici, avec ton goût prononcé pour les deux composantes essentielles du choix qui sont la liberté et la responsabilité. Donc, ce que j'aimerais que tu puisses me dire, c'est comment est-ce qu'on passe de la jeune fille, l'aînée d'une famille mormone de 10 enfants au fin fond du grand froid canadien à la businesswoman PDG d'une agence qui s'appelle Present Perfect à Paris. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le moteur pour toi? Le moteur, pour moi, justement, et je dis pas ça pour te faire plaisir ou pour utiliser une expression québécoise, je te souffle pas de rayon de soleil dans la culotte. Le moteur, c'est vraiment le choix, en fait. Donc, pour moi, ma liberté, ma possibilité d'exercer des choix et une vie qui était pour moi entière a toujours été quelque chose qui me motive et je pense que c'est une caractéristique de personnalité. Et évidemment, on est influencé par l'environnement dans lequel on grandit, mais je trouve que être motivé plus par des résultats ou être motivé plus par des relations, ce genre de choses, c'est quand même des traits de caractère. Et moi, j'ai toujours été motivée par la liberté. Donc, quand on grandit dans un environnement où tout le monde vous dit quoi porter, quoi penser, quoi faire, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, ce que vous avez le droit de lire, ce que vous n'avez pas le droit de lire, ce que vous avez le droit de regarder, ce que vous n'avez pas le droit de regarder.
Euh, depuis très, très jeune, j'ai toujours senti ça comme une trahison de moi. Ça allait contre qui j'étais, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que j'avais envie d'être une rebelle complète, etc. Non, j'avais juste envie de choisir si j'avais envie de me maquiller ou pas, de choisir si j'avais envie de faire des études ou pas. Et finalement, l'entrepreneuriat, euh, pour moi, c'est la carrière qui nous donne le plus de choix, la plus de liberté. Parce que si on n'est pas d'accord avec un projet, bah, on l'annule. Si on n'est pas d'accord avec un politique de recrutement, ben, on le change. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment la liberté et la possibilité à choisir qui m'a poussée de aînée des 10 enfants mormons jusqu'à l'entrepreneuriat ici en France. Parce que la France, pour moi, c'est un pays de liberté. C'est pas tous les pays du monde où on peut voir des femmes torse nu sur des affiches dans le métro pour faire des pubs de la musée d'Orsay ou je sais pas quoi. C'est vraiment un pays où on est libre d'expression, libre de penser. Donc, c'est pas au hasard que je me trouve en France, je pense. Merci pour ce partage. Et j'ai beaucoup aimé dans le récit que tu fais dans ton livre de ton enfance, justement, quand tu exprimes que tu étais qualifiée de pomme pourrie dans l'entourage qui était censé te former, notamment à la culture mormone. Et je me suis dit, en fait, en lisant ça, c'était un peu comme si tu avais été une graine déposée sur le terrain qui n'était pas le plus adapté au départ, et tu as pris ta liberté de te dire, en fait, je ne vais pas attendre qu'on me déplace, c'est moi qui vais me déplacer et je vais trouver un terrain qui sera le plus fertile pour qu'on ne me considère pas comme une pomme pourrie, mais plutôt comme une pomme qui a complètement toute sa place ici et qui va même se transformer en un joli pommier qui va lui-même faire de jolies pommes. Ah, c'est un très joli métaphore et je le prends, je l'adopte. Euh, on va dire que en anglais, non, ce que j'aime bien dire, c'est que quelqu'un qui est très très bon en sumo, par exemple, va évidemment être très mauvais en basket. Ça ne veut pas dire que un est un mauvais athlète et l'autre non, qu'un a du talent et l'autre non. Non, c'est juste que ce talent n'est pas adapté au sport. C'est tout. Donc, euh, cette, euh, cette image de pomme pourrie, en fait, c'est tout à fait ça parce que j'étais dans un environnement où l'obéissance était le plus important. Donc, obéir à des hommes de la religion, obéir à ses parents, donc c'est pas une mauvaise chose d'obéir à ses parents, mais ma fille, par exemple, le matin, qui me dit, maman, je veux mettre un robe de paillettes. OK? Est-ce que j'ai dit non, tu vas mettre cette robe Jacquedi que j'ai payée cher, machin, nan. Ben non, c'est pas son style. Donc, l'obéissance, c'est important à transmettre ça chez ses enfants, mais l'obéissance avec un sens. Donc, pour quelqu'un qui ne voulait pas croire en Dieu parce que j'ai trouvé ça absurde, ne voulait pas être femme au foyer et me marier à 18 ans parce que j'avais envie d'autre chose, oui, j'étais qualifiée comme pomme pourrie. Et en effet, ici en France, j'étais juste une pomme, quoi, normale. Donc tout l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de se dire, se connaître suffisamment pour savoir qui on est et oser aller trouver l'environnement et créer les conditions finalement d'un environnement qui nous corresponde et dans lequel on va pouvoir s'épanouir tel qu'on est. Exactement. Et en faisant des recherches pour le bouquin, la théorie de la veste et le peur du rejet, c'est quand même extrêmement lié à la confiance en soi. Et quand on regarde la confiance en soi et quand on commence à se poser des questions et faire des recherches sur le développement personnel et cette capacité à grandir sa confiance, à oser plus, on se rend compte que étude après expert que j'ai interviewé, après psycho que j'ai interviewé, ils sont unanimes que la connaissance de soi, c'est la fondation sur laquelle nous construisons la métamorphose qu'on a envie
comment dire en français, to experience. L'expérimenter. Exactement, c'est la fondation sur laquelle on construit tout qui est lié à la développement personnel. C'est impossible d'avancer, d'oser plus davantage, de savoir quel est le bon choix pour moi, quel va être mon parcours si on ne se connaît pas. Alors, tu parles là de toute la démarche que tu as mise en œuvre pour écrire le livre de la théorie de la veste. Mais avant que la théorie de la veste soit un livre, avant que ce soit une théorie, justement, ça a d'abord été un vécu pour toi. Est-ce que tu peux nous partager quel a été ton déclic, ton expérience à toi, qui t'a fait déjà te lancer dans ce qui, après, s'est appelé la théorie de la veste? C'est l'innovation et c'est pas une grande innovation. Hein. J'ai pas inventé le cold fusion ou quelque chose, mais l'innovation, l'ultime motivateur pour que les gens innovent, c'est la nécessité quand même. Donc moi, quand j'ai lancé ma boîte, je suis partie d'un poste qui était bien payé, qui était prestigieux. Je me trouve au chômage. Et le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que il faut entreprendre en fait. Et tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de boîte, on a un passe-temps. Donc, j'étais en train de faire du passe-temps entrepreneurial, du loisir entrepreneurial, toute seule dans ma buanderie, pendant que mon mari payait la nounou pour notre fils, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est mon mari qui part dans l'aventure entrepreneuriale et c'est avec plaisir que je lui dis, mais chérie, je vais couvrir des frais, je vais être là, mais t'inquiète, prends tout le temps, etc. Mais c'est juste normal quand on est marié, mais à l'époque, je me culpabilisais énormément parce que on peut sortir la fille des mormons, mais on peut pas sortir la mormone de la fille. Et pour moi, une femme était censée de s'occuper des enfants, garder la maison nickel, toujours avoir le linge clean, nettoyé et repassé, acheter bio et avoir le repas sur la table pour son mari quand il revient. En plus, travailler. Donc, pour moi, ça, c'était juste normal. Mais il m'a dit, chérie, t'es le meilleur investissement que j'ai pu faire. Donc, au début, j'étais là dans ma buanderie à culpabiliser à mort parce que je faisais ni mon travail de femme, ni mon travail d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'avais peur, en fait, de prospecter des gens. Donc, j'avais un super réseau. Hein. J'avais des clients dans la politique. J'avais des clients qui étaient sur les COMEX, des sociétés CAC 40. J'avais que à les appeler en disant, vous vous souvenez de cette mission qu'on a travaillé ensemble? Ben, écoutez, aujourd'hui, je suis lancée autant que freelance. Je lance mon propre agence. Donc, si ça vous dit de travailler avec moi, mais j'étais incapable. J'étais paralysée. J'avais mon iPhone. J'étais comme là et je suis devant les contacts et j'ai le doigt qui est prêt à appuyer sur le 06. Mais je faisais des films toute seule de mes propres insécurités. Ah bon, vous avez votre propre agence, mais c'est où vos locaux? C'est dans ma buanderie. Ah bon. Ou vous avez une agence, mais c'est qui vos références, c'est qui vos clients? Vous serez le premier. Ah, pas très rassurant. Donc, cet moment de lose, en fait, que j'ai créé toute seule dans ma tête, que j'ai monté tout de suite toute seule dans ma tête, m'empêchait à téléphoner des gens. Donc, un jour comme ça, 2 jours comme ça, 3 jours comme ça. Et c'est là où j'ai dit non, stop, c'est complètement ridicule. Je dis, tu vas pas continuer comme ça. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui te fait peur? Se faire rejeter. Très bien. Le traitement pour une phobie, c'est de s'exposer à quoi tu as peur. Donc, tu peux pas quitter cette buanderie tant que tu n'as pas pris 3 vestes. 3 non merci, 3 pourquoi tu m'appelles, 3 mais vous êtes qui, mademoiselle, comment vous avez eu mon numéro, etc. Okay? Allez. Et donc, je commence et j'appelle un contact, quelqu'un qui était à la tête d'une grande agence de recrutement, qui depuis a devenu le PDG et tout. Et elle m'a dit, mais super, oui, je garde un très bon souvenir de notre travail, ça sera avec plaisir qu'on travaille ensemble. Voilà le numéro de mon assistante, vous mettez tout ça en place, mais bien sûr, on vous achète des heures de consulting. Direct, vente, direct. Et j'étais là genre, oh, waouh, ok, bon. Je continue et de fur et à mesure, j'appelle des prospects de moins en moins tièdes, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intéressés. Ça veut juste dire que ça faisait longtemps que je n'ai pas eu affaire à eux, etc. Donc, logiquement, ils ne devraient pas me souvenir de moi. Soit ils ne me répondaient pas, soit ils étaient intéressés, soit ils m'ont dit « Ah, je vais mettre en contact avec la directrice de la communication, etc. » Donc, en fait, aucun veste et un entonnoir de vente qui était pleine. Pleine. Donc, arrivé 18h, je dis non, c'est quand même pas sérieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un prospect, quelqu'un que je connais, ni d'Ève, ni d'Adam, personne. Alors, qui je vais appeler?
bon, je vais pas quitter l'Alberta pour prendre des vestes de chez Carrefour au Auchan. Je vais appeler Chanel. Autant que prendre une veste Chanel. Donc, je regarde sur Internet. J'ai dit, mais là, je vais avoir ma veste parce que personne laisse le numéro de son téléphone et on les appelle et Chanel, bonjour. Et mais non, ça marche pas comme ça. Hop, je trouve un numéro, je les appelle. Chanel, bonjour. Oh, crap. Bon, d'accord. Oui, passez-moi la directrice de la communication, s'il vous plaît. Donc, depuis, dans le livre, j'ai changé le titre de la vraie personne parce qu'aujourd'hui, Chanel est un client et c'est pour protéger le nom de cette pauvre femme que je raconte son histoire depuis des années maintenant. Donc, c'est pas la directrice de la communication, mais disons ça. Et j'ai dit, mais là, ça va être une veste parce qu'à l'accueil, il passe pas la directrice de la communication comme ça passe pas comme ça. Très bien, madame, je vous la passe. Oh, panique, panique, panique totale. Je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je raccroche? Non, non, il faut que je prenne ma veste. Donc, elle me répond avec son nom, oui, bonjour, mais avec un ton glacial, ce qui est juste normal, c'est qui cette personne, l'accueil me passe des appels, machin. Et je lui fais un pitch absolument merdique, mais j'y pense aujourd'hui, mais c'était une bouse parce que j'étais stressée, parce que j'avais pas fait d'affaires jusqu'à là, parce que j'avais pas de référence, parce que j'ai pas planifié mon pitch, c'était une horreur, une horreur. Et elle m'arrête au milieu. Et elle m'a dit, stop, mademoiselle, j'ai pas le temps. Et c'est pas parce qu'on connaît le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on est obligé de le composer. Bonne journée, au revoir. Boum. Et elle raccroche. Douleur, super douloureux. Je me souviens que j'étais là dans ma buanderie et je ne bougeais pas. J'étais là, genre, si je bouge, cette douleur que je sente directement entre mes poumons, il va s'éteindre partout dans mon corps. Et jusqu'à la fin de ma vie, je vais être paralysée. Je dis, mais c'est pas possible. Ça fait tellement plus mal que j'avais pensé. Donc, en fait, le sentiment que je craignais tant, c'était pire. Hein. C'était 10 fois pire. Mais 3 minutes plus tard, c'était fini. D'accord? Quand j'ai pu relativiser, quand cet sentiment désagréable a pu estomper un petit peu, je me suis dit, cette femme, elle se fait prospecter toute la journée dans tous les sens. Je suis pas différent que n'importe quelle d'autre personne qui essaye de travailler avec Chanel. Pour elle, je suis rien. Aussitôt sonné, aussitôt oublié, en fait, chez elle. Mais elle, je vais jamais oublier d'elle jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je vais souvenir d'elle jusqu'à la fin de ma vie. Donc, et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un entonnoir de vente qui est plein. Donc, en fait, le truc que j'ai craigné tellement, 3 minutes plus tard, ça me fait presque plus mal. J'ai honte, mais j'ai pas mal. Et c'est là où j'ai dit que la honte ne tue pas. Okay? Cette peur du honte, ça vient d'où en fait? Et en faisant des recherches pour le bouquin, j'ai trouvé, quand on habitait toujours dans des tribus, si vous faisiez quoi que ce soit pour que ce soit une honte sur vous, bah, c'est quelque chose, ça veut dire que c'était un warning, ça veut dire qu'attention, en faisant des choses pareilles, vous pouvez faire éjecter du tribu et il faut que vous affrontez la savane toute seule avec votre bébé. Et là, vous avez peu de chance à survivre. Donc, en fait, la peur du veste, la peur du rejet est un tactique de survie que notre cerveau reptilien a développé quand on marchait à peine debout. Mais ce n'est plus rationnel. C'est fini, ça. Et aujourd'hui, le monde appartient à ceux qui osent. Et c'est pour ça que j'ai créé la théorie de la veste. Et justement, ce que j'aime beaucoup avec la théorie de la veste et la manière dont tu l'incarnes et dont tu la transmets, c'est que justement, je trouve qu'elle permet de remettre du jeu là où on met beaucoup trop d'enjeux. C'est-à-dire que quand on met beaucoup d'enjeux, justement, cette peur de perdre soit la face, soit d'être éjecté, d'être rejeté, d'être ridiculisé, c'est ce qui va nous paralyser. Et avec la théorie de la veste, finalement, tu proposes une remise en mouvement, en remettant du jeu, en remettant un peu du fun dans tout ça et en se raccrochant à un goût qu'on a tous plus ou moins, qui est quand même le goût du challenge et le goût du « allez, chiche, je tente le truc, on verra bien ce qui va se passer ». Et en même temps, ce que je vois de très important dans la théorie de la veste, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, c'est que moi je le résumerai avec 2 verbes, la théorie de la veste, c'est « oser » et « doser ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'audace, il faut qu'il y ait cet élan, cette envie première d'avancer et de faire sa part du chemin finalement. Et en même temps, très très important, de savoir positionner son curseur, c'est-à-dire de doser entre l'audace, le courage et quelque chose qui ne va pas nous mettre en danger non plus complètement. Comment ça résonne pour toi ?
Je trouve que c'est très bien résumé, Oriane, parce que je sais pas si tu cherches des missions en freelance, mais j'aimerais bien t'embaucher comme attaché de presse. Je dis, c'est tellement bien résumé. Avec Là où on plaisir. mettait des enjeux, oser et doser, je veux dire que c'est des petits morceaux de langage qui sont très bien trouvés, hein, chapeau. Mais en effet, c'est exactement ça. Chez Present Perfect, on a une espèce de mantra qu'on utilise tout le temps, c'est que if it's not fun, don't do it. OK? Si c'est pas le fun, faut pas le faire, en fait. La vie est trop courte. On a quoi? T'as quel âge, Oriane? T'as 35 ans ou quelque chose? 41. 41. OK, bah moi j'ai bientôt 40 ans. Donc à 40 ans, il nous reste à peu près 3000 semaines dans notre vie, quoi. 3000 semaines, je dis, c'est pas beaucoup. Si demain, tu avais 3000 euros dans ton compte en banque, on n'allait pas chez Starbucks payer 5 euros le café, hein. Jamais de la vie. On ferait très gaffe à où on dépense chaque rond parce que c'est précieux. Et la même chose est vraie quand il s'agit de la théorie de la veste. Je veux dire que si ce n'est pas quelque chose qui vous fait kiffer, pourquoi le faire? Et je pense qu'il y a même une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle comme ça, 3 kiffs par jour, je sais pas Oui, quoi. Florence Servan-Schreiber, que j'ai interviewée d'ailleurs dans le podcast, et c'était pour moi une des tentatives de veste qui avait finalement été une opportunité. Eh ben voilà, ben voilà une belle exemple. Donc c'est exactement ça, c'est que on peut dire que quand il s'agit du peur de rejet, avant, je trouvais que nos options, en quelque sorte, nos manières de voir ce sujet étaient assez pourries, si je peux utiliser un mot un petit peu vulgaire, parce que soit je n'osais pas et donc je culpabilisais, j'étais toute seule avec ma honte et c'était un espace de spirale vers le bas parce que je n'ose pas, ah je suis une merde, ah machin, nanana, et on enforce cette narrative qui est pas bon. D'accord? Soit je suis quelqu'un qui ose et donc je me fais je tape des commentaires tels que vous avez vu elle c'est inintéressée, hein. Tout ce qu'elle pense c'est monter, etc. Nanana. Ok, et cette relation bizarre que vous les Français vous avez avec l'ambition, d'accord? L'ambition n'est pas sale, mais on peut en revenir. Et maintenant la théorie de la veste commence à être un petit peu connue, d'accord? Ça m'arrive de croiser des gens, etc., qui me disent des choses. L'autre jour, j'ai une dame qui m'a prospecté, qui m'a dit, vous me permettez, je vais juste vous faire un petit speech commercial. C'est un de mes tentatives de veste de jour, machin, nana. Et j'ai dit, mais madame, vous savez à qui vous parlez? Donc aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'améliorer ma situation professionnelle, j'ai envie d'améliorer, peu importe, je dis peut-être vous avez envie de chercher une nouvelle appart et vous allez faire une tentative de veste et vous allez négocier le loyer, ok? Donc, mais je suis pas une intéressée. Maintenant, je pratique la théorie de la veste. C'est ça. Et je trouve que la théorie de la veste, justement, elle illustre combien c'est vraiment le passage à l'action qui va renforcer la confiance et que là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure de spirale, là, c'est ça qui entraîne la spirale vertueuse et qui fait qu'à force d'oser, en dosant de manière juste, petit à petit, on va étendre la zone, à la fois la séance de musculation, hein, de l'audace, de la créativité et puis d'aller vers le plus, tout en étant dans le juste. Ça va permettre justement d'étendre sa zone d'audace, de créativité. Et ça, je trouve que c'est effectivement, probablement, ça ramène une possibilité de s'extraire de la peur du rejet et du syndrome de l'imposteur, qui est quand même souvent ce avec quoi on se débat quand on est confronté à l'envie d'aller vers l'inconnu, mais en même temps la peur absolue de se prendre une porte et de se prendre on se prend les pieds dans le tapis de notre syndrome de l'imposteur, en fait. Ah, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, en écrivant la théorie de la veste, ce que je voulais faire, c'est que des recherches que j'avais fait sur cette peur du rejet que nous avons, à tel point ça nous paralyse, je voulais pas écrire un papier blanc sur le peur du rejet. Non, je suis une femme d'action. Je suis pas, je sais pas si c'est gentil de dire ça sur moi-même, mais je suis pas forcément très philosophique. Faire, c'est être. On sera jugé à la fin de notre vie par nos actes, par nos choix, par les choses qu'on a créées, par les choses qu'on a fait. Et donc, la théorie de la veste, pour moi, c'était quelque chose que j'ai développé pour moi au début. C'est un peu comme quand on dit aux femmes, soyez jolies, soyez belles, ok? Ou quand on dit aux entrepreneurs, allez-y, créez un empire,
Okay. Créer un startup que Facebook va acheter pour 3 milliards. Je dis, mais c'est assez impressionnant, cet énorme vide, en quelque sorte, cette masse de possibilités en face de nous, it's intimidating, c'est impressionnant. Et donc, la théorie de la veste, c'est un peu comme on dit aux femmes, ben, soyez jolies, soyez belles. Bah, écoutez, si vous avez un régime de beauté, si vous avez un régime de sport que vous faites pour avoir tel résultat, etc., bah, la théorie de la veste, c'est la même. Le monde appartient à ceux qui osent. Allez-y, soyez courageux. Okay? Osez. OK, plus facile à dire qu'à faire. OK, et donc, c'est pour ça que je voulais développer 3 choses concrètes. N'importe qui peut les faire. On a des lycéens qui pratiquent la théorie de la veste, c'est adorable. J'ai des gamines de 13 ans qui m'envoient, j'ai pratiqué la théorie de la veste, Madame Roberts. Je dis, mais vous êtes tellement mignon. C'est il faut se fixer un quota de veste par jour. Okay? Et vous savez hein, que cette partie sur fixer des vestes, c'est assez long dans le bouquin parce que loser pour loser, c'est quand même la lose. D'accord? Le but, c'est pas juste d'y aller prendre des vestes dans tous les sens, de freestyle. C'est pas bien, c'est pas productif. D'accord? Donc, fixer un quota de veste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fixer un quota de veste? Ça veut dire qu'il faut que vous définissez votre ambition et que vous assumez votre ambition. Et à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez, il faut qu'on change la relation que nous avons avec l'ambition ici en France. Parce que si on a échoué, on est un loser. Si on a réussi et on ose conduire une chouette voiture ou porter une sac qui nous a coûté cher, qu'on a acheté avec fierté quand on a fait notre premier million, etc., eh ben, on s'est fait condamner aussi. D'accord? Donc, si on réussit pas, il faut qu'on se cache. Si on réussit, il faut qu'on se cache. Je dis, il y a un moment où il y a un problème ici. OK? Donc, je suis d'accord que là où c'est pas bon, c'est de l'ambition quand on n'a pas de bienveillance. D'accord? C'est pas manger ou soyez mangé. Non, c'est fini ça. D'accord? Ça, c'est le capitalisme d'avant. Ça, c'est Wall Street, les années 80. On peut choisir d'être autrement. On peut choisir de entreprendre dans la générosité. On peut choisir de entreprendre dans la gentillesse, dans la bienveillance. On peut être le genre de patron qu'on aurait souhaité avoir quand on était dans une situation où on détestait notre patron. Bref, petite parenthèse. Donc, définissez votre ambition, que ça soit de construire votre société, que ça soit de sortir en date avec différentes gens pour éventuellement trouver la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Que ça soit d'intégrer une grande école, que ça soit d'intégrer une grande société, bref, peu importe votre ambition. Et on va choisir des tentatives de veste et fixer un quota de veste. Moi, par exemple, c'est 3 par jour et 2 le week-end. Okay? Mais Thomas, qui est développeur commercial chez nous, c'est 40 par jour. Des commerciaux dans une institution financière avec laquelle on travaille, eux, c'est 7 par jour. D'accord? Mais à chacun de choisir son quota de veste. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réfléchir à 3 manières où on peut se faire rejeter, mais en respectant des critères d'une bonne veste. 1, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Ça ne sert à rien d'y aller à la salle de sport, à la salle de muscu et soulever des stylos en disant « Ouais, j'ai fait du sport ». No, you didn't. N'importe quoi. Okay? Donc, ça ne sert à rien de faire un régime et de manger des pâtes carbonara 5 fois par jour. C'est stupide. Vous vous trompez vous-même. D'accord? Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. 2, si jamais ce n'est pas une veste, ça vous avance vers votre ambition. Ça vous avance vers quoi vous essayez d'accomplir. D'accord? Parce que j'ai plein de gens qui me disent ouais, mais vous êtes la reine des vestes. Chaque fois que vous allez au bistrot, vous allez demander le café gratuit. Je dis ben non. Parce que mon ambition, c'est pas d'être la meuf la plus caffinée du quartier. Non. Okay? Donc, j'ai assez d'énergie comme ça, c'est bon. OK? Et le 3e critère, c'est que dans aucun cas, est-ce qu'une tentative de veste doit nuire à votre réputation ou celle de votre maison. Donc, à vous de définir ce que ça veut dire maison. Peut-être c'est société, peut-être c'est famille, peut-être c'est association, peu importe. OK? Donc, quasi sûr que c'est une veste parce que c'est comme ça qu'on muscle notre muscle de la loose. Si jamais ce n'est pas une veste, ça a un sens, d'accord? Ça vous avance vers Et troisièmement, il ne faut pas que ça nuise à votre réputation. Donc, si on va essayer de faire rejeter, mais il ne faut pas nuire à sa réputation, il faut
appliquer ce qu'on appelle dans la théorie de la veste, le paramètre mignon. Ce qui va dire que votre communication, un peu comme le vôtre, Orion, est tellement adorable, tellement sincère, tellement mignon qu'on ne peut pas vous détester. On ne peut pas vous en vouloir d'avoir fait cette tentative de veste. Okay? Florence qui a écrit 3 kiffs par jour, j'en suis sûre que vous avez demandé avec une telle sincérité que même si elle dit « Bon, j'ai quand même fait France 3, toutes les chaînes de télé, mon livre est publié dans je ne sais pas combien de langues, nanana. » Ouais, c'est pas 1 million de downloads son podcast de cette nana, mais elle est tellement sincère, tellement gentille. Allez, je vais le faire. Ok. Donc, et je vous le souhaite les millions de downloads. Hein. C'est Inch'Allah, hein, un jour. Inch'Allah. Donc, ça va venir, ça va venir. Inch'Allah, ça va venir, ok. Donc, quand j'ai dit la paramètre mignon, Flammarion, ils étaient là, mais on peut pas appeler ça comme ça. Je dis, mais pourquoi? C'est pas quand même, il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est le business, on peut pas dire mignon. Et c'est vrai que mignon, quand on pense mignon, on pense à des chatons dans un panier, hein, derrière un arc-en-ciel. Mais c'est exactement ça. C'est que il faut savoir mettre une pointe de sincérité et vulnérabilité dans votre communication, parce que c'est comme ça que ça le rend irrésistible. Donc, dans le pire des cas, on dit, bon, c'est mignon, mais c'est non. Okay? Mais vous êtes sur la radar de quelqu'un où vous n'étiez pas avant. Même si elle vous a dit non, Florence, au moins, vous étiez sur son radar. Elle aurait probablement y aller regarder. Elle va dire, ben, voilà, bon, quand même, numéro 1 dans le iTunes Store, quand même. Okay? Et dans le meilleur des cas, ben, ce n'est pas une veste. Tout à fait. Ce qui s'est produit d'ailleurs. Exactement. Merci pour ces précisions. Et c'est vrai qu'il y a un point très important que tu as soulevé, Annabelle, qui est l'ambition. Je crois que c'est un point pour moi qui est essentiel parce que ça nécessite, quand tu disais de définir le quota de vestes et de pas de dire bah non, je vais pas demander un café gratuit parce que ça ne sert pas finalement l'objectif que je vise. Ça montre bien à quel point c'est important aussi d'être très au clair sur ce qu'on vise, quel est notre objectif, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre et de cesser de se cacher derrière des choses qui sont un petit peu petites. Donc, cesser de rêver petit, mais plutôt oser rêver en grand. Et ensuite, derrière, associer finalement la projection des vestes qu'on peut imaginer à une échelle qui est liée complètement avec cet grand objectif, tout en se disant qu'on va peut-être pouvoir y aller aussi par marche. C'est-à-dire que ce qui est probablement un non pour nous, à la fois dans notre esprit et dans celui des autres, bah demain, parce qu'on aura capitalisé un certain nombre de non, on ira les chercher un petit peu plus loin, ces noms, dans notre propre échelle de tolérance, finalement. Bah oui, c'est exactement ça. Il faut y aller mollo, mollo. Quand on commence, par exemple, un régime de sport et on fait taille 46, comme moi, ok, mais moi, j'aime mes rondeurs, je les assume, ok, j'ai envie de rester 46. Mais si demain, ça me convient pas et je dis, allez, je vais faire du sport, ok. Je vais pas peut-être m'inscrire dans le ultra-marathon extrême trail tout de suite, 130 km autour du Mont Blanc, machin. Non, je vais aller mollo, mollo, step by step, gradually. Okay? On marche avant qu'on court. Et c'est vrai que la confiance en soi, c'est il faut amener un pierre tous les jours à son édifice, en fait. Okay? Je vous donne un exemple. Okay? Ma première tentative de veste, c'était de prospecter quelqu'un. C'est assez banal quand on y pense. Okay? Ce n'est pas une énorme tentative de veste. Mais comme pratiquer la théorie de la veste m'a ouvert des opportunités, exploiter ces opportunités m'a donné un certain notoriété et réputation. Present Perfect a fait ses preuves. Je vais dire que voilà, la plupart du CAC 40, c'est nos clients. Je ne dis pas ça pour me vanter. Hein. Je dis juste que comme j'ai pu construire ces choses-là pour moi et mon équipe, nous puissions aller tenter les monts blancs des différentes vestes. Donc là, je vous donne un exemple. Le temps d'écrire le bouquin, 3 mois, la première version du bouquin, en fait, moi, je surestime toujours l'énergie et le temps que je vais avoir. Donc, heureusement que mon assistante est là pour caler et mettre un peu de l'eau dans le vin qui est mon planning, parce que sinon, je ne dors pas. Hein. Et donc, quand Flammarion a dit, bah, ça y est, on va écrire un bouquin et tout, vous avez besoin de combien de temps? Je dis, 3 mois.
Je dis, 3 mois, mais vous travaillez à plein temps, vous avez une boîte, une association, 3 enfants, machin, nana. Je dis, oui, mais soir, week-end. On écrit un bouquin, soir, week-end. N'importe quoi. Donc, là, arrivé, je suis complètement débordée. J'appelle Kelly, mon assistante. Je dis, il faut que tu m'annules 3 mois là. Je peux pas. Je dis, mais ça prend tout mon temps. C'est pas possible. Ça me consomme, ça bouffe toute ma bande passante. Je suis en train de faire aucune chose bien. Donc, elle m'a annulé 3 mois et pendant 3 mois, j'ai fait des recherches, j'ai interviewé, écrit un bouquin normal, quoi. Et donc, quand je reviens, tout est fini, tout est allé parti à la publication et tout. L'été, en fait, je me rends compte que les 3 mois où j'ai écrit la théorie de la veste, j'avais pas du tout pratiqué la théorie de la veste. Et je dis, mais quelle hypocrisie ultime. Oh, mais c'est pas possible, Annabelle, mais tu devrais te cacher sur un pierre, mais t'es une hypocrite. Donc, j'ai dit à l'équipe, allez, on va brainstormer les 10 plus grosses tentatives de veste que nous puissions faire, histoire de rattraper le coup. Mais là, les gars, c'est les Everest, c'est les monts d'Everest de veste qu'on va faire. Donc, je me souviens de cette liste. La première était demander à Michelle Obama de venir faire une conférence chez nous à Paris. Okay. Deuxièmement, demander à Christine Lagarde d'écrire l'avant-propos du livre. Le troisième, c'était demander à Netflix de faire une émission de télé sur nous. Okay. Donc, les trucs comme ça. Et donc là, on commence à faire nos vestes, machin. J'écris, demander à Emmanuel Macron de faire un témoignage sur le livre. Okay. J'écris à Emmanuel Macron. Il me répond pas, veste. J'écris à Oprah Winfrey, elle me répond pas, veste. J'écris à Christine Lagarde, elle me répond pas, jusqu'à elle m'a répondu. Donc, elle m'a écrit une lettre de sa propre main en disant que j'ai adoré votre livre, madame. Continuez à battre, c'est exactement ça dont le monde a besoin. Vu ma position, je peux pas me prononcer sur j'aime tel livre ou une autre, mais sachez que j'ai dévoré votre livre, machin. Et donc, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Okay. Demander à Netflix de nous produire. Donc, on tourne une bande-annonce pour notre émission Netflix sur mon iPhone et on envoie ça à Netflix. Et donc, il me répond, il me dit, mais madame, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On tourne pas une bande-annonce sur son iPhone, on envoie à Netflix un email qu'on a trouvé sur Internet. Je dis, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais le gars, il avait le malheur de mettre son signature mail, dans son signature mail, son numéro de téléphone. Donc, en fait, les vestes sont des terrains très fertiles pour prendre plus de vestes. Okay? Donc, en fait, on pense que là, j'ai pris ma veste, mais pas du tout, en fait. Il y a plein de vestes qui se cachent dans des vestes. Donc, je l'appelle, je dis, oui, salut, c'est la dame qui vient de vous envoyer, machin. Vous m'avez dit que ça marche pas comme ça, alors comment ça marche? Et t'es là, genre, oh. Okay, donc, mais en même temps, j'ai utilisé la paramètre mignon. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un accent dans ce pays qui passe plutôt bien. Je suis positif, machin, je lui dis, me dit non, madame, il faut que vous trouviez une société de production, il faut que vous avez un agent, donc il faut que vous avez une société de production qui vaut d'accord de suivre sur le projet, il faut que vous avez un agent de talent qui nous présente le projet sur invitation parce qu'on n'accepte pas des sollicitations non sollicitées, machin. Je dis ah ok, bah écoutez, merci pour ces infos, c'est très clair. À plus tard. Il m'a dit ouais, c'est ça, à plus tard. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai un agent pour le livre. Donc, j'appelle mon agent. J'ai dit, mais écoute, il faut qu'on y va jusqu'au bout de notre loose avec cette histoire de Netflix, machin. Tu es d'accord de nous représenter, de nous présenter si on trouve une maison de production? Il m'a dit, bah oui, bien sûr. Donc, je regarde dans notre CRM et qu'est-ce que je vois? La DRH d'Endemol-Shine est fan de la théorie de la veste. Je dis non, c'est pas possible. Star Academy Present Perfect, allez, c'est parti. Donc, j'appelle la DRH, je dis et je l'envoie ma bande-annonce. Elle me dit, mais génial. Je le passe à le directeur des programmes. Et donc, l'assistant du directeur des programmes, il m'appelle en disant, bon, un tel madame nous a passé votre vidéo, un tel monsieur va vous recevoir et il nous donne 30 minutes. Donc, avec mon associé, on y va. Il s'assoit et il dit, écoutez, j'ai vu votre vidéo, vous avez tourné ça sur notre iPhone.
Oui, d'accord. Bon, c'est par politesse à Intel que je vous recevoir, mais racontez-moi votre projet. Et donc, mon associée, elle commence à raconter, et on raconte le projet, et c'est un projet sur l'entrepreneuriat en France. Donc, en fait, on a toujours donné 10% de notre temps à des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'égalité des chances, et on est l'agence des entrepreneurs qui ont une chouette idée, mais qui conduisent un Uber. Ils n'ont pas fait HEC ou machin. Donc, on leur fait des logos, on leur fait des sites web, et on fait ça bénévolat. Et c'était ça notre projet. On a dit, ça s'appelle Queens of Business. Et donc, on les pitch. Et après, silence. Et il regarde son collègue et il nous regarde. Et il nous dit, bah, c'est génial. C'est génial. Et on va le mettre en prime sur M6. Écoutez, les filles, ça peut y aller très vite. Donc, il faut que je sache que vous êtes engagées. Et je regarde avec moi. Oui, on est engagés, on est engagés. OK? Et donc, on sort de là et on est à Saint-Denis et on crie, wow, oh my God, oh my God, oh my God. Et donc, on crée un dossier, on le pitch. Finalement, c'était veste partout, hein. Mais franchement, des meilleures vestes de ma carrière. On pitch Netflix, on est en réunion avec Netflix, machin, ils nous envoient une veste. On pitch Amazon Prime, ils nous envoient une veste. Donc, j'ai jamais pris autant de plaisir à remplir mon quota de vestes. Et M6 nous a dit, bah écoutez, si on renouvelle pas qui va être mon associé pour une deuxième saison, on a envie de continuer la discussion avec nous. Donc, on était là, jamais cool. Mais jamais de la vie, il y a 10 ans, j'aurais pu me dire, Annabelle, tu vas avoir une émission de télé avec toutes tes copines de l'agence où vous faites ce que vous adorez faire, ça veut dire aider des entrepreneurs qui n'ont pas eu le bonheur d'être nés dans le 16e et tu vas être payé pour ça, machin. Ouais. Ce que je trouve génial dans ce que tu partages là, Annabelle, c'est que ça montre à quel point, à nouveau, c'est important d'assumer son ambition et d'être très au clair sur l'objectif qu'on vise. Et en même temps, de se dire, OK, il y a des règles du jeu. J'en connais pour certaines. Il y en a d'autres que je connais pas. Mais j'ose aussi me dire, j'en connais suffisamment pour avancer, c'est-à-dire pour pas me mettre en danger en termes de réputation notamment. Et en même temps, j'ose aussi me dire que j'ai le droit de créer mes propres règles du jeu et de les inventer au fur et à mesure en proposant des choses avec respect et voilà, en étant dans l'empathie, dans le respect des autres. C'est ce que j'aime bien appeler, moi, il y a le syndrome souvent chez les femmes, aussi chez les hommes, mais un peu moins, je trouve, le syndrome de la bonne élève, où on se dit, parce que je fais bien les choses, à un moment donné, ça va bien finir par se voir. Et effectivement, comme tu le dis dans ton livre, pour avancer dans la vie, la théorie de la veste, ça reste un outil, ça va pas faire tout le job. Donc, c'est important d'avoir du talent, donc d'être une bonne élève ou un bon élève d'une certaine manière, d'avoir quelque chose de l'ordre de la compétence réelle et affirmée, d'avoir de l'ambition et en même temps de se dire la théorie de la veste, c'est peut-être le petit truc qui me manque aujourd'hui, qui va me permettre de créer en fait ce mouvement, cette spirale ascensionnelle qui va m'aider à me déployer et à déployer mes projets aussi larges qu'ils méritent et que je mérite de me déployer. Totalement, totalement. Je trouve que c'est encore une fois bien dit, Oriane. C'est il faut pas oublier que on a le droit de changer d'avis, on a le droit de débuter. D'accord? Donc, si quelque chose vous intéresse, si vous êtes attiré par quelque chose, vous avez le droit de l'explorer. Ce n'est pas binaire. D'accord? Ce n'est pas binaire. Je n'ai pas plaqué mon cabinet pour continuer à essayer de faire une carrière dans la télé. Non. OK? Donc, je trouve que, surtout en France, on a cette notion de binaire dans la carrière. OK? Donc, oui, je travaille en CDI. Oui, je fais bien mon job. Oui, je fais pas de vagues, etc. Mais derrière la tête, j'ai quand même cette ambition de avoir mon activité de traiteur ou monter, peu importe votre activité ou votre attirance, c'est pas binaire. On peut tester, on peut planter des graines. On appelle ça du test and learn. On peut voir ce qui marche. Ah, ça n'a pas marché. On peut voir si ça nous plaît. D'accord? En anglais, on appelle ça un side hustle. Et on n'a pas de mot pour ça en français. Et si vous demandez à des Américains et beaucoup de Canadiennes, vous allez être étonnés parce qu'une bonne tiers d'eux, ils ont ce qu'on appelle le side hustle.
OK? Je travaille dans une banque la journée et 3 fois par jour, je fais le toilettage des chiens parce que j'ai envie d'avoir, j'adore ça, machin, machin, machin. OK? Et nous, quand on enseigne l'entrepreneuriat dans nos programmes Queens of Business, nous, ce qu'on dit, c'est que testez, faites une mission en freelance. Mettez-vous sur une plateforme type Malt, Fiverr, d'accord? Vous facturez ça 15 euros. D'accord? Donc, en fait, quelqu'un qui vous confie une mission, en quelque sorte, il ne faut pas dire j'ai un client, c'est j'ai un cours. J'ai un cours en entrepreneuriat. Quelqu'un me paye pour y aller à l'école, pour tester, pour voir, pour ci, pour ça. D'accord? Après, voilà, c'était que 15 euros. Donc, eux, si ce n'est pas le meilleur, si ce n'est pas un Picasso ou je ne sais pas quoi, ben, ils ne sont pas fâchés parce que you get what you pay for. Hein? Et quand vous voyez, en fait, que cette activité vous prend tellement de temps que vous avez besoin de poser un jour de congé, ben vous posez votre jour de congé. Et quand vous n'avez plus de congé, plus d'RTT, c'est là, en fait, où vous savez que vous avez un business. Mais ce n'est pas binaire. C'est pas je démissionne de mon CDI pour… Mais non. Oui, c'est ça, c'est le fameux point de bascule à trouver. Et c'est rigolo parce que ce que tu décris là, c'est exactement ce qui s'est passé avec le podcast Avez-vous choisi que moi j'ai développé. Je me suis pris, moi qui avais un 100% et qui était très Wonder Woman, un peu, tu vois, à faire tout, avoir les enfants, le travail à 100%, etc. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin d'avoir ma journée où c'est ma journée Me, Myself and I. C'est comme ça que je l'avais appelée d'ailleurs. Je vais développer mes projets et me faire plaisir. Et c'est ma journée, je fais ce que je veux de mes cheveux, vraiment. Et c'est comme ça qu'est né le podcast Avez-vous choisi. Et c'est parce que j'ai créé le podcast Avez-vous choisi que j'ai musclé justement cette audace d'aller interviewer des personnes de plus en plus vers des sphères qui n'étaient pas les miennes au départ, qu'à un moment donné est née l'idée d'entreprendre en étant ce que je faisais déjà par ailleurs, mais en tant que salarié, et en me disant, bah oui, si c'est pour faire ça, je suis complètement à ma place, je me sens bien, et je vais oser grandir en fait, et oser aller plus large et en faire mon activité officielle à 100%. Donc c'est rigolo que ce que tu décris là, ça avait vraiment été le processus avec Avez-vous choisi. Bah, tant mieux, tant mieux. Alors justement, parce que moi j'aime bien aussi, tu parlais que tu es une femme d'action et que tu aimes bien le concret. Ce que je te propose, c'est qu'on se prenne peut-être 5 minutes pour tester concrètement ce que tu adores par-dessus tout, qui est de faire des mini brainstorming, des petites séances de tempête de cerveau pour peut-être, moi je suis très curieuse de voir avec toi comment on pourrait faire grandir… Un plan de veste. Voilà, en termes de théorie de la veste pour Avez-vous choisi? Bah, parle-moi de ton ambition. C'est quoi ton ambition pour le podcast? Alors, mon ambition pour le podcast, c'est qu'il soit… tu parlais tout à l'heure des 1 million d'écoutes. C'est vraiment un chiffre symboliquement qui me parle. Derrière ce chiffre-là, c'est l'envie de le rendre encore plus visible, d'être plus audible. Et puis, à terme, j'aimerais aussi avoir, pourquoi pas, une chronique radio. Tu parlais de télé tout à l'heure. Pourquoi pas une chronique télé, voire à un moment donné une émission de télé, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qui me motive absolument, c'est d'avoir un espace, d'être le porte-voix de plus en plus largement pour accompagner les personnes justement à choisir, à se construire une vie choisie, une vie qui leur ressemble fondamentalement. Et pour ça, j'ai envie que l'écho soit le plus large possible pour pouvoir aussi, en tant que coach derrière, moi, parce que je suis coach également, pouvoir accompagner un nombre croissant de personnes à se construire une vie choisie et surtout une vie qui leur ressemble. Ok, très clair. Donc, ce qu'on va faire là pour brainstormer des tentatives de veste, c'est que on va penser à des différentes avenues, des différents chemins qui pourraient nous amener vers ça. Et tout de suite, tu sais, je pense à la presse traditionnelle, tu vois. Est-ce que tu as déjà envoyé des communiqués de presse pour parler de ton podcast? Alors, j'ai fait un communiqué de presse l'année dernière, mais pas uniquement sur le podcast. C'était vraiment plus sur l'activité en lien avec le confinement, puisque c'était au moment du confinement. Ça mentionnait le podcast, mais ce n'était pas spécifiquement sur le podcast. Ok, pour moi, si tu veux faire une campagne de presse qui va parler sur le podcast, surtout à ce moment-là où on voit tellement de chômage, tellement de reconversion, tellement de personnes qui rejettent ce vie de métro boulot dodo auquel on était esclave avant, je pense que ça a du sens. Et donc là, ça peut être une bonne tentative de veste où tu vas écrire, moi je dirais pas un communiqué de presse, mais même juste un
paragraphe bien écrit avec la paramètre mignon que je sais que tu sais très bien faire maintenant avec toutes tes phrases que tu fais qui sont tellement bien écrites et tout, pour dire qu'on va mettre 3 chiffres, tu vois, X% de reconversion en plus par rapport à l'année dernière. X% de micro-entreprises montées en plus par rapport à l'année dernière. Et un troisième chiffre que tu estimes pertinent. D'accord? Donc, le journaliste, je peux dire seulement parce que je suis mariée avec un, et je ne vais pas dire qu'il est feignant, mais qu'il est toujours pressé pour le temps. Et donc, dès que nous avons des sujets faciles qui nous tombent sur le nez, c'est vraiment probable que ça va être pris. Donc, c'est un sujet, le future of work, la transformation digitale, machin, c'est un sujet. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça à 60 journalistes, que ça soit Laure Closier sur Happy Boulot sur BFM, que ça soit qui d'autre sera censé parler de ça Mélanie Gomez sur Europe 1, qui parle souvent de bien-être, ce genre de choses. Okay? Et on va leur envoyer avec un message personnalisé. Parce que la veste en taille unique, ça n'existe pas. Le veste en taille unique, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à faire le travail. Okay? Honnêtement, c'est extrêmement vulgaire ce que je vais dire là, donc préparez-vous les gens qui nous écoutent. Mais c'est comme ce hashtag que nous puissions trouver sur Twitter et d'autres sites pas très, on va dire, parfois un peu chelou, hashtag tu baises. Tu vois, et on va juste choper n'importe quoi, ce qu'on peut choper, et puis c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire il faut pratiquer la théorie de la veste. Une tentative de veste est chirurgicale, d'accord? Donc, mais après, c'est juste 2 phrases de personnalisation. Tu vois? Et donc, et autre chose qu'on va faire aussi, c'est que je parle beaucoup dans le livre du personal win. Comment est-ce que ma tentative de veste peut leur faire avancer dans leur vie? D'accord? Que votre ambition soit nourrie, c'est un effet secondaire positif. D'accord? Que vous êtes capable de penser veste centrique. En fait, la personne auquel je fais la tentative de veste, j'apporte une valeur ajoutée malgré tout. Absolument, OK? Donc, quand on envoie ce mail-là, tout de suite, on voit des chiffres. Pourquoi? Parce que Aristote nous apprend que quand il y a une résistance, il faut utiliser la logique pour repousser ce moment où on a besoin de faire son idée sur vous, d'accord? Donc, quand on voit ces 3 chiffres, on ne peut pas juste dire « encore une énième communiqué de presse de quelqu'un qui n'a rien compris, machin ». Bah non, on dit « bon, c'est quand même intéressant ». Okay? Et tout de suite, on va enchaîner en disant que, ayant experte de des choses comme blablabla et tu mets quelles sont tes expertises. Okay? On n'a jamais été aussi concerné par ces sujets. Donc, j'envoie juste cette bouteille à la mer pour vous dire que le jour où vous décidez de faire le plateau, j'ai tout plaqué, je reconvertis, plus jamais je reviens à le CDI d'avant, j'ai toujours été en CDI, je plaque tout à 50 ans, machin, bah, sachez que je suis là pour vous. Ça se trouve que je suis aussi un petit peu bon en plateau parce que j'ai un podcast, hashtag je dis ça, je dis rien, hashtag bouteille à la mer, hashtag tentative de veste. Okay? Donc, ça, c'est une bonne tentative de veste. Et chaque journaliste que tu vois avec ton logiciel, que ça soit HubSpot ou peu importe, a ouvert ton mail et te répond pas, bah, tu peux compter ça comme une veste. Okay? Autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qui dit podcast aujourd'hui dit Clubhouse. Tu es au courant de ce nouveau média social? Okay? Oui. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas énormément de gens sur Clubhouse encore. On est un peu comme Facebook au début en disant ouais, on met nos photos, machin, complètement inconscient qu'on est en train de nourrir la machine de devenir le produit que Facebook exploite. Bref. Mais il y avait quand même une certaine excitation. Et donc, allez-y, taguer ou contacter 5 personnes qui sont très influents sur Clubhouse dans tes domaines et de leur envoyer des messages directement sur Clubhouse en disant « Je suis tellement fan de ce que vous faites avec votre pragmatisme et votre machin et moi, ma blablabla, je pense qu'on peut faire un chouette room
par rapport à la reconversion, par rapport à le pouvoir du choix, par rapport à whatever you want. Et donc, si tu envoies boulet, super, tu comptes ça dans ton quota de veste. Tu peux fêter ça avec ta copine de la loose, en disant, bon, j'ai pris une belle veste de la part de Florence. Comment elle s'appelle, 3 kiffs par jour? Servant Schreiber. Voilà, Schreiber, OK? Et donc, avec ta copine de la loose, elle lui dit, t'es vraiment une bonne loseuse. Là, tu remplis ton quota. C'est la définition de la performance. Bravo. Continue à loser comme ça. Veste royale. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Autre chose, c'est que je sais que les podcasts et les médias de podcasts les plus puissants et les plus successful aux États-Unis, c'est presque jamais des stand-alone. Ils sont tous dans un network. Et si on veut aller vite, on y va seul. Si on y va loin, on y va ensemble. Et donc, peut-être une tentative de veste, ça peut être de contacter genre 3 ou 4 autres personnes que tu adores ce qu'ils font, tu estimes qu'il y a de la qualité, que machin, et leur dire, écoutez, et si on se formait une coopérative de podcast? Gimlet aux États-Unis, quoi d'autre? Radiolab, bref, tous ces grandes success stories qu'on voit des États-Unis de podcasts, ils sont tous dans des réseaux. En fait. Et donc, avoir ce réseau et éventuellement contribuer à 5 € par mois pour qu'il y ait un budget pour avoir une agence de presse, pour qu'il y ait un budget pour certains achats médias, pour ce genre de choses. Bon, ça, c'est juste la première chose qui me vient à l'esprit. Super, j'ai déjà de quoi m'occuper. Moi, ce que je retiens vraiment comme élément clé dans ce que tu partages là, Annabelle, par rapport à tout cet enjeu autour de l'audace et puis en même temps de savoir doser, c'est la personnalisation. Tu disais une veste, c'est du sur-mesure. Donc, tu parlais de veste Chanel tout à l'heure, c'est vraiment ça. Donc, ça veut dire aussi inclure le temps à passer, j'imagine, sur préparer ces vestes. Et donc, ce que je retiens aussi, c'est que autant passer du temps sur des choses importantes, donc ça nous renvoie à l'enjeu de l'ambition et de savoir si on a bien tout ce qu'il faut pour avancer aussi sur ce terrain-là. Donc, talent plus ambition plus théorie de la veste, c'est les 3 ingrédients qui vont nous faire progresser. Je retiens aussi l'importance de s'entourer. Tu as parlé de la copine ou du copain de la loose. Tu as parlé de l'importance du réseau, de savoir qui contacter, etc. Donc, moi, je retiens vraiment cet ingrédient-là. Et puis du fun, parce que ça se sent aussi dans la manière dont tu brainstorm. Voilà, il y a beaucoup de joie et je crois que c'est ce qui nous rassemble aussi, c'est de se dire, quitte à passer du temps, quitte à déployer beaucoup d'énergie, amusons-nous et construisons des choses qui nous font kiffer et où on sent qu'on est exactement à notre place. Exact. If it's not fun, don't do it. Voilà, si c'est pas drôle, on le fait pas. Un grand merci, Annabelle, pour le temps que tu m'as accordé pour parler de théorie de la veste et du choix. Et je te dis à bientôt parce qu'apparemment, j'ai peut-être du travail alors. Ouais, à très bientôt. Merci à toi, Auréliane, pour cette belle énergie, pour cette entrevue, comme on dit en québécois, si bien préparée. Quelle joie, quel bonheur. À bientôt. À très bientôt. Merci, Annabelle. Bye bye. Un grand merci à Annabelle pour sa confiance, son authenticité, sa fraîcheur et ses retours enthousiastes sur mon travail. Vous pouvez suivre Annabelle Roberts sur les réseaux sociaux. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Je vous encourage bien entendu à lire La théorie de la veste qui est en vente dans toutes les bonnes librairies et surtout à la pratiquer, quel que soit le domaine dans lequel vous ambitionnez d'atteindre un nouveau sommet. Partagez-moi vos retours sur vos tentatives de veste et sur les opportunités qu'elles auront générées. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous et je serai ravie d'échanger avec vous. Si vous êtes essoufflé par votre course folle dans votre roue de hamster, si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie sur mesure, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe en ligne. Si le temps est venu pour vous d'investir en vous pour entreprendre votre vie avec plus de justesse et plus de joie, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Et durant 45 minutes, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com.
Cet épisode clôt donc la saison 3 d'Avez-vous choisi. De tout cœur, je vous remercie pour votre écoute au fil des épisodes et pour vos oreilles de plus en plus nombreuses. Ce podcast est un espace d'expression créatif et d'exploration que je suis heureuse de voir grandir. Un épisode de podcast, c'est en moyenne une journée entière de travail, parfois plus, que je fabrique dans mon coin sans retour en temps réel. Alors, je suis toujours touchée de recevoir vos messages qui m'aident à prendre le pouls de ce que Avez-vous choisi apporte à ses auditeurs. Je suis toujours curieuse de découvrir vos coups de cœur des épisodes passés, vos questions, et puis aussi vos idées de sujets et d'invités pour les prochains épisodes. Si vous avez des partages à me faire, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse suivante Oriane, O-R-I-A-N-E, @orianesavoureluca.com. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous avez envie de me remercier et de m'encourager, parlez du podcast autour de vous à ces personnes que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. C'est ce qui m'encourage le plus, rien de tel que le bouche à oreille pour faire des merveilles. N'hésitez pas à profiter de l'été pour écouter ou réécouter les épisodes existants d'Avez-vous choisi dans les transports, sur un transat ou en préparant le barbecue de l'été et à en parler à vos proches autour d'une piscine, d'un verre de rosé bien frais et peut-être même les deux. La meilleure façon de soutenir le podcast pour qu'il continue de grandir, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation d'étoiles et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Pensez aussi à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi directement sur mon site pour recevoir régulièrement une graine d'inspiration et de réflexion que je vous partage et pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode. Merci d'être là et il me tarde de découvrir où la suite de l'aventure Avez-vous choisi va nous emmener. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre pour la 4e saison d'Avez-vous choisi qui se prépare déjà en coulisses. Je vous invite à profiter de l'été pour troquer les « il faut que je » pour les « je choisis de » et de vous autoriser à faire un peu plus de ce que vous aimez vraiment. Alors, d'ici septembre, et si vous choisissiez tout ?